morning. Good morning, everybody. Bonjour à tous Welcome to this et bienvenue EC Hypoparathyroidism Patient Forum à notre forum 2025. patient The hypoparathyroïdisme magic number of 100 2025. people joining the webinar Nous has avons ici près de déjà almost 100 almost there. participants So I qui se think sont that we connectés. can Bonjour à start. tous. Je vous laisse encore quelques And petits instants I would love afin de to see pouvoir the second slide. ici vous connecter, vous assurer que tout Probably most of fonctionne. you Bonjour à tous, already bienvenue. participated to the Alors, vous avez previous peut-être déjà webinars participé à of this d'autres series. webinaires, puisqu'ici, c'est This is notre the fourth quatrième one, and webinaire. they have been held on an annual basis, and Nous organisons ces basically webinaires une fois par an. the target we Et started in ici, 2022, le premier and the webinaire a commencé target en is 2022. to bring together patients Notre and objectif clinicians est de with pouvoir regrouper des patients, interest des clinicians professionnels de and santé à travers passion l'Europe on supporting those afin de affected pouvoir by proposer une opportunité aux hypoparathyroidism patients de poser in des order questions to share et de pouvoir experiences interagir avec d'autres and share patients, de expertise. partager des expériences et de So partager également this is an l'expertise de event chacun. which is unique C'est in un this événement scenario unique of dans ce cas de figure. endocrine diseases, and I'm very proud of Je this suis donc event extrêmement and fière de proud cet to événement, collaborate with fière wonderful representative of patient de pouvoir associations, and ici collaborer also avec les associations wonderful de patients colleagues pour that l'organisation de cette session spend et their tous lives les assisting collègues patients with hypoparathyroidism. qui Point in ici fact, soutiennent this event was bien sûr les patients au really quotidien. invented together with the C'est patients un to événement que provide nous avons conçu a avec special les patients solution, a special afin de proposer place des for solutions aux exchanging patients experience. et Next pouvoir échanger. slide. So just very brief highlights about the previous forum Voici that quelques we informations sur held les forums in précédents que j'ai donc March mentionnés 2022. depuis le premier We qui a eu spoke lieu about the en mars clinical aspects, 2022. the symptoms, Nous the avons parlé treatment, des aspects and cliniques, des symptômes, also des traitements issues that were more close to the life of the patient. So et également how de the problématiques patient rencontrées au adapts quotidien par les patients. to the treatment in everyday life, how the Nous communication is avons parlé de la involved with the patient communication in également this. avec les Next slide. professionnels de santé. For this year, the program committee Pour is cette année, composed by le myself comité en and charge du Heidi programme Siegelkopf from avec Germany, that you know very well, Heidi and also Siegelkau by Natalie and Tanya et avec as Nathalie et patient Tania, representative. Obviously, ici, en tant que représentants des the organisations patient des associations de organization patients. Nous avons that donc travaillé support sur the meeting are many, and here is the list of particularly active organization in this meeting project and in supporting our efforts. coups. Next slide. I remember you very briefly that À titre de rappel, hypoparathyroidism is a traditional l'hypopara, focus of the European Society of Endocrinology, ici, of which est un I thème had the important honor pour to be l'ESE, president a few years ago, l'Association and that you see européenne my term, and d'endocrinologie. also before Et and vous retrouvez donc afterwards différentes many initiatives publications, that différentes patients with brochures qui hypoparathyroidism sont have been disponibles, notamment un guide patient undertaken, and ainsi qu'un materials have guide been sur les troubles produced for parathyroïdiques, guiding patients also in notamment particular situation like pendant différentes pregnancy. phases de Next la vie, comme slide. par exemple grossesse ou allaitement. The emergency card for the La patient with carte d'urgence hypoparathyroidism pour has les also patients been souffrant another d'hypopara achievement est of disponible, which comme vous le savez. I'm very C'est une proud, carte qui est and bilingue
en anglais et European dans les card, autres langues. Vous also voyez qu'à l'heure available actuelle, in 15 langues sont 15 disponibles. languages, which is great in Donc my c'est absolument opinion, fantastique. and is Et à great nouveau, to donc be c'est une carte qui est disponible sur le successfully. site Next slide. internet de l'ESE, si vous allez dans la section patient. Today we will have a hint of the revised EC Aujourd'hui, clinical guidelines on nous treatment allons of revenir sur le chronic guide clinique hepatocytosis de in adults, l'ESE and s'agissant du this is traitement another de important l'hypopara chronique chez undertaking les of adultes. the society. Donc c'est un guide qui va sortir très We will bientôt. present the guidelines at the European meeting in May, Comme vous and le they will savez, be une out réunion a eu lieu very soon. du And congrès de based on l'ESE au these mois de revised mai, guideline, où we justement ce guide a produce été we will présenté. Donc c'est produce une mise à new jour par rapport au guide leaflets clinique for qui datait de all 2015. the patients. Next slide. Il y aura également And ensuite d'autres brochures qui concerning seront this disponibles webinar today, pour les patients. we Par rapport will à have aujourd'hui, a notre webinaire, full experience n'oubliez with pas translation, which is very important que vous for the pouvez nous patients. suivre dans Official la language is langue de English, votre choix. but Donc nous allons there nous could be exprimer en anglais, mais availability vous of simultaneous pouvez translation in nous French, suivre dans la German, langue de and votre choix, Romanian, c'est-à-dire and au jour d'aujourd'hui en see roumain, how to use the translation is en allemand et on the en screen, français. and you have a button that you Alors, vous can voyez comment push accéder à la to traduction. hear Donc, the déjà, vous simultaneous devriez translation pouvoir entendre in the la langue de language votre choix. of Si ce n'est pas le of your cas, choice. n'hésitez pas à vous If manifester dans le you chat pour que follow l'on puisse vous the aider. webinar in English, Mais normalement, you si no vous souhaitez, need si vous to suivez push ces any instructions button. ici, Next slide. vous pouvez donc And choisir la langue de this votre choix. is Voici les the instructions instructions dans les langues in the languages respectives, in which y compris en français. Donc, information il faut cliquer will sur le be available. bouton Next avec slide. l'icône du globe en bas à droite de la barre So d'outils these Zoom are pour retrouver les housekeeping différentes langues information disponibles which are aujourd'hui. useful Quelques for all informations those that pratiques are toujours utiles, participating, bien évidemment, which are now dans more le than cadre 100. de And notre you have webinaire. a Vous button avez la for possibilité de nous poser Q&A, des and questions. please Pour cela, put your utilisez questions la in the fonctionnalité Q&A questions-réponses, donc section, Q&A en and anglais. together with the chairs, Toujours, c'est une there icône que will vous be retrouvez dans la barre a d'outils de choice of these Zoom. questions to be Juste à answered côté, vous live avez le by chat. the speakers, Donc ici, c'est plutôt si vous rencontrez whereas des chat difficultés button techniques, le is chat. Si just par exemple, for vous n'arrivez pas à accéder à technical la problems, traduction, technical question that ou si vous need avez to be plutôt des solved questions by the techniques, staff. eh And bien ici, the vous questions pourrez you can submit donc in English, obviously, revenir but sur really, ces if you submit questions. in another language, there will Mais be bien sûr, si vous souhaitez translation ici using obtenir the d'autres informations, software ce sera based on également artificial possible. intelligence. Donc, c'est And ce que nous allons in voir ensemble. English, Et in pour ce faire, bien today's sûr, vous allez pouvoir chat remettre cela of the en Q&A place. section. And Dans la session questions-réponses, vous obviously aurez this donc ces section sessions qui seront is aussi enregistrées. recorded, and C'est une then session will be made enregistrée. available on Et ensuite, vous aurez la our possibilité de website, réécouter l'enregistrement the sur notre site internet. recordings. Next slide. So it is my pleasure now to ask Tania to give also a welcome and introduction to this fantastic Patient Forum 2025. Yes, hello. Thank you, Andrea. Merci beaucoup, Andrea. This is a joint effort of clinicians and patients. Il s'agit ici des efforts avec les cliniciens. Bonjour, je suis Tania et je fais partie de l'association allemande. Yeah, so we'll have two sessions today. The first one will be about the social impact of hypopara. Tout d'abord, l'impact social de l'hypopara, notamment par rapport aux technologies. Et de même, ici des données scientifiques sur la qualité de vie et sur l'impact, bien évidemment, social de l'hypopara. Et ensuite, ici, par rapport donc aux patients. Et ensuite, une deuxième session qui reviendra sur le guide, justement, qui va être mis à jour sur l'hypopara. Alors, lorsque nous avons créé ce guide, cette mise à jour, nous savions ici
qu'ils seraient déjà terminés, mais publiés, nous ne savions pas. Alors voilà, eh bien, ça fait une semaine qu'il a été publié. Donc, c'est important, puisque c'est une bonne nouvelle, évidemment. Donc, vous voyez ici, vous aurez la possibilité justement de consulter l'ensemble de ce guide. Vous pourrez, donc, puisqu'il a été publié. Ensuite, voici l'ordre du jour, donc les thèmes qui seront abordés. Après chaque session, vous aurez l'opportunité de poser des questions aux intervenants et comme Andrea l'a dit, utilisez en fait la fonctionnalité questions-réponses que vous retrouvez ici juste à côté de la fonctionnalité chat dans la barre d'outils Zoom. Ensuite, nous prendrons une petite pause vers 11h20 et nous aurons une deuxième session. De même avec une phase de questions-réponses et à la fin, nous aurons à nouveau le temps de poser des questions. Donc, comme vous l'aurez compris, nous sommes là pour vraiment répondre à vos questions. Nous avons vraiment ces créneaux qui ont été prévus pour pouvoir poser un maximum de questions. Alors, je voudrais réellement remercier tous mes collègues ici en Europe. Bravo. Vous voyez toutes les associations de patients dans de nombreux pays, de l'Italie à la Roumanie, de l'Espagne à la Norvège, en passant par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Parce que parfois, on se dit que vous pensez peut-être ici organiser un événement dans vos pays respectifs. Eh bien, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous voyez, nombreuses sont les associations qui sont prêtes ici à vous prêter main forte. Donc, n'hésitez pas l'année prochaine. Eh bien, peut-être que vous aussi, vous seriez ici. Vous pouvez également contribuer à nos événements et à participer. Donc, vous serez peut-être également listé justement l'année prochaine. Voilà, et profitez pleinement de notre réunion d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci Tania. Merci pour ce message. Et vraiment, bravo à tout le travail qui a été fait avec Nathalie. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous deux. Je pense que le travail effectué est important, pas seulement pour notre société d'endocrinologie, mais surtout pour les patients. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter mon coprésident de cette première session, Dr Alberto Pereira, qui, bien sûr, est une des initiatives les plus importantes de centres de référence de traitement des maladies rares. C'est un ami à moi. Et très clairement, c'est une des grandes figures de l'endocrinologie en Europe. Donc, merci Alberto d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Andrea. Merci pour cet accueil très chaleureux. Alors, c'est une initiative très intéressante et comme Andrea l'a dit, je suis le président du réseau européen des pathologies endocriniennes rares. Bien sûr, dans le cadre de notre travail, justement, notre mission est de réduire les inégalités en matière d'accès aux soins pour ces patients qui souffrent de ces pathologies endocriniennes rares. Nous travaillons donc avec d'autres spécialités, y compris les pédiatres, mais aussi avec les associations de patients, puisque nous reconnaissons l'importance des associations de patients dans notre travail. Et je vais tout de suite présenter ici notre premier intervenant du jour, François Houillet. François a commencé son parcours en 89, lorsqu'il a justement rejoint ici différents mouvements activistes pour le VIH, le sida, dans le cadre de la promotion ici d'accès aux soins.
Et il est très actif au niveau européen, national et également secrétaire de Institut Gatewell. Et donc, nous sommes absolument ravis que vous nous ayez rejoint, François, aujourd'hui. Et je vous passe tout de suite la parole. Merci, François. Un des objectifs ici du traitement moderne et de plaidoyer, c'est d'impliquer les patients dans tous les forums où les décisions finalement qui affectent nos vies sont prises. Et ça, c'est absolument essentiel, notamment avec ces évaluations, préparer des décisions importantes en matière aussi de remboursement ou non d'un traitement. Alors, je n'ai que 15 minutes, donc je serai extrêmement bref, mais sur le rôle que vous pouvez jouer dans ce processus. Tout d'abord, il faut être clair, il y a 3 étapes. Tout d'abord, l'étape réglementaire. Donc, au sein de l'Union européenne, l'agence d'autorisation de mise sur le marché va justement voir si le traitement fonctionne et si les bénéfices sont supérieurs aux risques. En regardant donc des essais cliniques, et si la réponse est oui, eh bien, le traitement peut être autorisé en Europe. Après cela, il y a l'évaluation de l'efficacité relative, que l'on appelle REA en anglais. Est-ce que cela va fonctionner dans la pratique clinique, en pratique sur les patients? Quelle est la comparaison avec d'autres traitements? Quelle est la valeur ajoutée de ce nouveau traitement? La valeur d'ailleurs économique ou clinique. Une fois que c'est fait, une fois que cette évaluation est prise, eh bien une décision ici, c'est-à-dire est-ce que la société ici justement souhaite payer et est-ce que ici ce traitement doit être remboursé? Vous pouvez contribuer de différentes façons à ce processus en fait. Tout d'abord, vous pouvez être consulté ici, c'est-à-dire quelles sont les technologies qui sont émergentes dans les années à venir, dans le cadre de la planification budgétaire. Alors, vous pouvez avoir ici un conseil consultatif, voir finalement les produits qui pourraient vous intéresser prospectivement, afin que vous soyez bien placé et que vous puissiez, par exemple, être consulté lorsque vous pensez qu'un produit peut être particulièrement important pour les patients que vous représentez, même si ce n'est un traitement qui arrivera par la suite, c'est-à-dire dans 2 ans ou parfois même 3 ans. Ensuite, les dialogues. Ici, ce sont des consultations scientifiques, des conseils. Là, vous pouvez influencer les études cliniques. Quelles sont les données qui seront collectées? Si vous êtes très intéressé, par exemple, par l'impact d'un traitement sur la fatigue, sur les douleurs, ou sur un autre thème qui est important, eh bien, justement, vous pourrez l'exprimer dans ce contexte. Il y a évidemment ensuite un mentorat qui est possible, hein, donc c'est-à-dire un peu un accompagnement pour vous expliquer comment vous préparer ici et comment ici faire cela. Et puis ensuite, vous avez l'évaluation. Donc, une fois que l'entreprise, la compagnie pharmaceutique, a les résultats de la recherche, il y a un peu un scoping. Qu'est-ce que ça veut dire le scoping? Cela veut dire que des experts et des patients vont être consultés pour répondre à certaines questions. Justement, quelles sont les populations de patients qui pourraient bénéficier de ce traitement? Quels sont ici les autres comparateurs, c'est-à-dire les autres traitements qui pourraient être utilisés? Donc finalement, ce nouveau traitement qui est à l'étude, eh bien justement, comment est-ce qu'il se compare? Donc vous pouvez être consulté pour voir quels sont les traitements actuels ou par exemple des traitements ici que vous considérez peut-être comme obsolètes ou dangereux. Et dans le cadre de l'évaluation, il s'agit de réellement passer en revue les données. Nous sommes très peu impliqués à ce niveau, puisque ce sont souvent des experts de la qualité, des statisticiens. Mais parfois,
Vous pouvez également être consulté. Et enfin, une fois que tout ce processus est terminé, il y a la décision donc, qui est prise. Alors, parfois, c'est aussi justement une décision qui est prise avec une décision sur le remboursement. Donc, il peut y avoir aussi ici des possibilités d'être consulté, mais ça reste assez rare en matière de prise de décision. Donc, je dirais que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est il faut vraiment maîtriser le processus national. En Angleterre et au pays de Galles, en fait, l'équivalent donc de l'autorité de mise sur le marché européenne, donc la MHRA en Angleterre et au Pays de Galles, va évaluer, même chose, les risques et les bénéfices. Et ensuite, il y a une évaluation. Ensuite, si la réponse est positive, le service de santé national négociera le prix et décidera donc de couvrir ce traitement pour que les patients aient accès. En Allemagne, c'est légèrement différent. Il y a bien, tout d'abord, comme je l'ai dit, l'évaluation des risques-bénéfices, puisque en Allemagne, c'est comme en Europe. Et puis ensuite, immédiatement, une fois que ce produit est autorisé, les médecins, en fait, ont la possibilité tout de suite de prescrire ces traitements. Et ensuite, s'il y a un impact budgétaire plus élevé, eh bien, dans ce cas-là, il y a, dans ce cas-là, une évaluation et négation de prix pour faire baisser les prix afin de pouvoir maintenir l'accès de ce traitement, mais à prix inférieur. Mais comme vous l'avez compris, au début, il n'y a pas négociation de prix au début. Et ensuite, en fonction de l'impact budgétaire, on rentre dans ce cycle de négociation. En France, c'est différent. On commence avec la même aspect ici, avec l'autorisation de mise sur le marché de l'agence européenne. Ensuite, la HAS va évaluer les avantages cliniques et la valeur ajoutée. Et ensuite, en France, nous avons la possibilité d'avoir un accès précoce et d'utilisation ici, puisque nous avons accès à 80% des produits innovants avant l'autorisation de mise sur le marché. Donc finalement, par rapport au Pays de Galles ou de l'Angleterre, eh bien, nous avons une différence entre 1 à 3 ans. Les patients peuvent être ici, avoir accès à ces traitements justement plutôt de fait de cet accès précoce. Donc ça, c'est important. Vous comprenez qu'en fait, ce sont des processus évidemment rigoureux, mais il y a juste des différences dans la façon dont ces processus sont mis en œuvre. Les patients peuvent ensuite contribuer de différentes façons. Donc tout d'abord, ici, ce sont ces contributions d'organisation. Alors, c'est important pourquoi? Alors, bien sûr, ici, l'impact sur les conditions de vie est important. Donc, il faut bien évidemment remplir donc un dossier, revenir sur les éléments donc financiers et économiques, revenir également sur ce travail et se concentrer sur les pertes, notamment de productivité, mais aussi sur l'impact sur la vie des patients qui sont traités en France, par exemple. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'accès précoce, pour ici, par exemple, la marstacimab, ici, il s'agit donc de ces résultats attendus d'un produit. Au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, ici, eh bien, on facilite également l'accès à des produits. Et donc, c'est une audition qui a lieu auprès de la HAS.
Et un troisième exemple, pour le Kaftrio, eh bien, la décision était positive au début, donc avec un remboursement. Et ensuite, nous avons vu des données qui ont été confirmées par des études cliniques. Donc, une confirmation ici solide que le traitement fonctionnait très bien, était encore plus efficace ici qu'envisagé. Et là, vraiment, les patients ont participé très fortement, avec certains patients qui également, eh bien, justement, ont pu justement également manifester d'autres symptômes. Et en Écosse, cette fois-ci, alors dans le cadre d'une neuropathie optique, donc vous voyez en fait que l'entreprise, la compagnie pharmaceutique, ici, indiquait qu'il y avait une amélioration. Mais il y avait seulement une amélioration légère de la vue. Et donc, l'opinion des patients a été qu'il y a une amélioration, mais qui ne peut pas être qualifiée ici comme si les patients avaient recouvré la vue, donc il ne s'agissait pas cela. Et donc, il y a eu une négociation justement sur ces prix. Donc, les autorités et les patients, justement, ont négocié ensemble pour justement obtenir 30% de réduction du prix du produit, parce qu'il ne s'agissait pas ici d'un retour de la vue complet. Alors, par rapport aux réglementations, voilà ce qui a été fait de 2025 à 2028. Et en 2030, tous les produits ici autorisés par le MA, l'agence européenne. Alors, vous voyez que l'industrie, en fait, envoie son dossier aux autorités et tous les experts européens, y compris patients et cliniciens d'ailleurs, publient un rapport qui attribuera donc une note de la qualité sur la qualité justement du dossier. C'est-à-dire que la conclusion n'est pas est-ce qu'il y a une valeur ajoutée ou pas sur ce produit. Ils évaluent la preuve par si la preuve est forte ou pas. Et puis, ils envoient leur évaluation aux États-Unis et là, ils vont faire leurs recommandations pour remboursement. Les États membres, pardon, pas aux États-Unis, mais aux États membres. Chaque État membre est redevable à leur groupe national pour voir si ça va être utilisé et peuvent contester s'il y a des données utilisées qui ne sont pas d'intérêt. Ils doivent partager leur rapport national avec la Commission européenne, expliquer comment ils ont utilisé le rapport européen et ils ne peuvent pas demander des nouvelles données depuis la société. Les mises à jour sont disponibles s'il y en a. Pour vous aider à naviguer à travers toutes ces exigences, etc., il y a des formations disponibles pour des patients et des professionnels de soins de santé. Il y a UCAPA cette année, l'UPATI pour les patients. Veuillez vous enregistrer si vous voulez en fait faire le renforcement des capacités sur l'évaluation technologique de santé. Après, les stades d'implication des patients dans le monde idéal, c'est comme ça que ça devrait s'appliquer, mais ce n'est pas nécessairement comme ça dans la vie réelle. D'abord, il faut retrouver des experts. Nous avons une base de données de 4500 experts patients et nous sommes nous-mêmes des experts en retrouvant des patients pour participer. Dès que nous avons identifié ces personnes, nous les contactons à travers des appels téléphoniques, vidéo
en expliquant ce qui est attendu et nous vous aidons à compléter votre déclaration d'intérêt avec la prise en charge de confidentialité. Ça peut être compliqué. Et puis, il y a l'implication des experts avec des réunions, des sondages, groupes de concentration sur un sujet, des différents ateliers. Nous n'intervenons que quand nous accompagnons le patient dans des cas d'intimidation. Dès que ça se passe, il est temps maintenant d'élaborer sur les informations tirées. C'est là où les experts vont rajouter des ajustements, insérer des autres informations de suivi dans le rapport. Et puis après, il y aura une reconnaissance de votre retour dans la procédure. Des aspects importants à prendre en compte, toujours des conflits d'intérêts. Il est recommandé que dans vos organisations, vous séparez les rôles. Vous qui travaillez dans l'industrie sur les essais cliniques doivent être séparés de ceux qui se préparent pour concerter avec des régulateurs ou, et dans la ETH. Dès que vous entreprenez une discussion avec une société, vous donnez des conseils, vous tombez dans cette catégorie d'avoir eu une influence potentielle d'une société. Quand il s'agit de la confidentialité, prévention de partage d'informations internes, c'est que vous allez signer un papier de confidentialité, demander quand ça s'applique et quand ça s'applique pas pour pouvoir savoir quand vous pouvez discuter avec vos collègues. Soyez préparés, discutez avec vos groupes, vos collègues pour être prêts à faire des commentaires sur comment la maladie peut impacter la vie des différents patients. Quelles sont les options de prise en charge dans votre pays, dans des autres pays quand un traitement est utilisé et pourquoi? Quelles sont les limites, les avantages respectifs? Vous devrez connaître les lignes directrices de gestion de prise en charge quand ça existe. Vous pouvez en faire référence quand vous discutez, par exemple, le PICO, PICO. Pour en conclure, je dirais que tout d'abord, soyez préparés, rejoignez les programmes de renforcement de capacité. Il y en a quelques-uns qui sont gérés par des plaidoyants de patients. Ils vont expliquer comment vous pouvez vous impliquer pour la mise à l'échelle. Exprimez-vous si vous pensez qu'un projet doit être rejeté et ça n'a rien à voir avec les questions de la société. Et dites-le et insistez que votre remarque soit documentée. Et sachez quels résultats sont d'intérêt aux patients, de comment vous voudriez voir l'évaluation du produit. Après, nous considérons que quand vous êtes invité à contribuer, si vous êtes d'accord avec la procédure, si vous avez le temps nécessaire pour pouvoir vous exprimer, à la fin, même si vous n'êtes pas satisfait parce que le résultat est négatif, il faut jouer par les règles. Ce n'est pas juste envers les corps de ETH. Si vous allez au niveau politique, parce que si toutes les règles ont été respectées, ils doivent avoir le droit de travailler avec les patients. Et dernièrement, quand il s'agit des thérapies avancées, nous vous recommandons de demander pour un accord d'entrée de marché seulement si la thérapie avancée travaille pour un patient. Dans ce cas seulement, le patient, la société va être remboursée. Et alors, je vous remercie donc pour votre temps et attention. Merci beaucoup, François, pour cet aperçu clair et excellent.
Actuellement, il n'y a pas de questions dans la boîte questions et réponses dirigées, orientées directement vers vous. Je voudrais bien que vous faites un commentaire sur le fait pour augmenter cette sensibilité que l'approbation ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un médicament qui est remboursé dans les États UE. Il y avait un patient qui m'a demandé aux cliniques s'il pouvait aller dans un pays voisinant pour acheter, pour obtenir le médicament d'abord, et il m'a demandé s'il y avait une exigence de demander un remboursement dans un pays voisinant, étant un citoyen du l'UE. Je vais résumer. Vous demandez déjà une question très compliquée. En soi, vous pouvez accéder à un médicament dans un autre pays si votre propre pays a décidé de rembourser ce médicament. Le seul avantage aurait de pouvoir l'acheter à un autre prix. Mais si votre système de soins de santé ne s'est pas approuvé un remboursement de médicaments, si vous essayez de chercher ce médicament dans un autre pays, vous ne serez pas remboursé, mais vous pouvez changer votre résidence et aller vivre dans un pays où le médicament est remboursé. OK, mais ce serait seulement une possibilité dans des conditions de menace de vie. Oui, dans ces cas-là, les pharmaciens des hôpitaux ont toujours la possibilité d'importer un médicament à travers un échange parallèle. Et il y a des cas où c'est possible de le faire dans un contexte d'urgence. Euh, et je pense que les réseaux des hôpitaux européens et les hôpitaux et les pharmaciens doivent mettre en place et participer dans des programmes d'utilisation compassionnée pour pouvoir utiliser ces médicaments, les échanger, etc. Oui, c'est ce dont je voulais parler. Encore, il y a une question en général, une question très générale de Emma Egg de l'Afrique du Sud. Je voudrais que Tania Richter donne sa réponse, mais restez en ligne, mon cher François. Mais Tania, est-ce que vous pouvez lire la question et la traiter? Oui, bonjour. Juste rapidement, parce que normalement, nous répondons à ces sortes de questions à la fin de la séance, mais parce que c'était dirigé envers moi. Est-ce que l'organisation du patient peut aller à l'extérieur de l'Europe? Parce que j'ai dit, si vous voulez mettre en œuvre une organisation, vous pouvez le faire en dehors de l'Europe. Nous avons nos collègues aux États-Unis, nous en avons une autre association en Australie, Nouvelle-Zélande, Bahreïn. Alors, vous êtes bienvenue à mettre en œuvre une organisation là-bas. Mais je pense qu'il faut continuer là avec l'intervention de François. Oui, mais je pensais que c'était tellement important que je voudrais que cette question soit traitée au début du webinaire. Merci encore à François pour votre intervention claire et pleine d'informations. Je vais donner la parole maintenant à André Justina. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai le plaisir maintenant de présenter Heidi Sigelkopf, une des expertes européennes les plus importantes dans l'hypoparatoïdie. Elle est très active, particulièrement dans la qualité de vie des patients avec hyperparathyroïdie. Elle a produit beaucoup, publié des données très importantes. Elle y travaille toujours. Alors, ces informations, ensemble avec les patients, nous aident à savoir quels sont les développements dans ce secteur. Merci pour votre contribution à cette intervention, mais aussi votre travail dans le forum pour l'organisation de ce type de réunion. Les organisateurs, merci pour cette présentation.
J'ai le plaisir de pouvoir contribuer à ce forum des patients de hypoparathyroïdie. Je vais vous parler des données scientifiques sur la qualité de vie et l'impact social de la maladie. Ici sont mes conflits d'intérêts, juste pour nous rappeler aussi nos tâches honoraires dans la société peuvent avoir une influence sur nos présentations. Ici sont mes objectifs d'apprentissage. Je voudrais à la fin pouvoir décrire des indicateurs normalisés de qualité de vie et des données correspondantes dans les patients avec hypoparathyroïdie, identifier ce qui a été investigué à influencer la qualité de vie, de reconnaître les mesures qui peuvent être utilisées de manière qualitative dans la pratique quotidienne. Si nous parlons de la qualité de vie, c'est le niveau à laquelle un individu est en bonne santé, confortable et capable de participer ou se réjouir des événements de vie comme ressources, emploi, environnement, santé physique, mentale, éducation, temps de récréation, appartenance sociale, sécurité et liberté. Comme quelques indicateurs ici ne sont pas impactés par nos maladies, je ne vais pas donc les traiter pendant cette intervention. Alors, quand nous parlons de ressources et emplois, quelles données sont disponibles? Il y a des études qui montrent que 20% de presque 400 patients ont déclaré des conditions qui ont eu une influence que l'hypoparathyroïdie a changé leur statut d'emploi. Ils ont rapporté un chômage après leur diagnostic. 75% ont dit que ça a eu c'était attribué, leur chômage était attribué directement à leur hypoparathyroïdie. Ils ont reçu des avantages ou ils ont reçu en fait les taux de chômage et de productivité. Il y a 72% qui ont reçu des avantages de la sécurité sociale. Quelle est la charge de la maladie? Ici, c'est un sondage des patients 398 ayant la hyperparathyroïdie et 207 des soignants. Et après le sondage, vous voyez les données de toile d'araignée à droite. Ils ont associé leurs symptômes sévères et pas de symptômes en grise. Vous voyez en fait la couleur qui est associée. Et il y a des pourcentages qui sont très différents entre la ligne rouge et noire. Et vous voyez une grande différence en santé mentale, rôle physique et santé générale. Et aussi autres domaines en fonction de leurs symptômes et la sévérité du symptôme. Quand il s'agit de l'éducation, ce sont des données qui sont assez récentes depuis une étude que nous avons entreprise qui a été évaluée 260 patients avec un sondage en ligne sur la qualité de vie et leurs symptômes et nous l'avons associé avec aussi leur possibilité de suivre l'éducation si leur éducation était moins de 10 ans, au-dessus de 10 ans, les symptômes n'étaient pas aussi sévères pendant le temps d'éducation. Alors, quand il s'agit du temps de repos des passe-temps, notre sondage investiguait l'impact sur la vie quotidienne, leur sommeil, sport, travail, lien familial
et avec les amis. Et si vous regardez les sports comme temps, un passe-temps, vous voyez que leurs symptômes ont eu un impact très important sur leur participation dans les sports, leur passe-temps. Quand il s'agit de l'appartenance sociale, une étude a investigué les aides-soignants. Ce sont les données par rapport à ce que eux, ils ont déclaré. Ils ont déclaré un impact majeur sur leur relation avec leurs partenaires ou compagnons. 28% famille, 21% amis, 19%. Il y a une influence sur les aides-soignants et alors donc une influence sur leur situation sociale. Et quand nous parlons de sécurité, quand nous prenons en compte revenus, ressources, emploi, santé physique et mentale, les passe-temps, l'éducation, appartenance sociale, alors la sécurité est liée avec tout. C'est en fait le résultat de l'ensemble de ces choses. Nous avons fait une étude où les 23 études, nous avons fait une méta-étude incluant les 23 études. La majorité a inclué des études utilisant une définition conforme aux lignes directrices et l'outil SF36 était le plus appliqué. 87% des études ont déclaré des scores beaucoup moins importants en sécurité liés avec ces patients et leurs symptômes. Quand vous voyez les influences sur la qualité de vie et les différents types d'impact et l'ensemble d'impacts, il y a l'âge et le genre qui a des influences, les problèmes avec les médications qui peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne, la durée de maladie, leur niveau d'éducation, la neuropathie cardiovasculaire, etc. Alors, nous avons beaucoup de différents aspects qui peuvent avoir un impact. Les choses qui n'ont pas d'impact, c'est le type de chirurgie, les maladies concomitantes, le type d'implication d'organes, comorbidité et aussi les médicaments thyroïdes. Et les impacts positifs sur la qualité de vie sont seulement si vus par un traitement de PTH jusqu'ici. Quelles données sont disponibles? C'est un sondage de Reinmark et qui est là, en fait, ils ont fait une évaluation de toutes nos données disponibles sur la qualité de vie et ils ont évalué en fait les effets de PTH du médicament. Vous voyez que la plupart des études que ça a un impact positif sur la qualité de vie, 1 sur 4, 1 sur 34, pardon, PTH 1,34, RHPTH I84 et l'essai randomisé contrôlé qui a été effectué sur un autre type de PTH. Il y a des autres études qui ont été effectuées par nous à 2 centres sur 37 patients avec l'hypoparathyroïdie chronique, un groupe traité avec traitement conventionnel usuel. Alors, et il y avait 22 patients avec la thérapie conventionnelle. Et nous avons suivi pendant 1 an et vous voyez les différents domaines à travers le sondage sur qualité de vie qu'à travers la thérapie usuelle, il n'y avait pas de changement pendant la vie et sur les patients traités avec 1,84, il y avait un changement après 1 an de traitement qui a été diagnostiqué par ce sondage. Il y a aussi une étude randomisée des résultats déclarés par les patients publiés cette année. Ils ont évalué un journal des symptômes de hypopara et il y avait une cotation qui était très différente. Ils ont regardé l'évaluation fonctionnelle de maladies chroniques. Il y avait de SF36, il y avait les composants physiques qui étaient
différentes de manière importante pendant cette étude. Ce sont les données depuis la dernière étude. C'est la phase double aveugle à 26 semaines où nous voyons une différence claire entre les symptômes après et pendant la maladie ouverte. Mais nous avons vu beaucoup d'améliorations dans les différents domaines avec ce sondage sur les symptômes et leur impact. Et qu'est-ce qui se passe si vous changez à 1,84 si vous changez à 1,84 pour utiliser la teriparatide, c'est de 1 à 3 et 6 mois après. Et sur beaucoup de domaines, et pour le résumé des scores, vous voyez le changement, vous voyez en fait le changement de qualité de vie, juste en changeant 1,84 pour utiliser le parataclitide. Ici, c'est le 1,84 qui a été échangé avec Transcon PTH qui a montré des différences importantes en comparaison avec la ligne de base de 1 à 3 et 6 mois après. Et si vous regardez aussi l'impact sur la capacité de faire du sport, vous voyez qu'il y a une différence ici pour nos patients, même changeant d'un hormone parathyroïde à l'autre, des patients qui ont moins de symptômes et ont une capacité de faire plus de sport. Alors, pourquoi la qualité de vie n'est pas mesurée, même que dans la plupart des recommandations, une mesure de qualité de vie est recommandée? Mais ce n'est quand même pas évalué. Nous avons réfléchi sur des raisons possibles. Il n'y a pas de croyance dans les mesures de qualité de vie. Il n'y a pas d'informations sur les sondages de qualité de vie. Il n'y a pas de connaissances où les obtenir. Ça peut perturber le flux normal des visites des patients. Il y a des soucis par rapport à l'effet négatif du bien-être général des patients vu les rappels de leurs symptômes. Il n'y a pas de temps d'implémentation. Ils n'ont pas décidé quel questionnaire utiliser. Ils attendent pour que quelqu'un, peut-être une société, une organisation, les dise quel sondage utiliser. Et il n'y a pas d'informations sur l'analyse. Il y a des patients qui ont potentiellement des effets négatifs divers, mais il n'y a pas de réflexion sur comment ça peut être utilisé. Je voudrais vous montrer comment nous le faisons. Les instruments que vous utilisez sont des instruments généraux, comme vous voyez, et des instruments spécifiques à la maladie. Il y a des journaux de symptômes. Il y a déjà quelques données depuis des différents sondages que nous avons développés. Ici, c'est le sondage que nous avons développé sur la hypoparathyroïdie. Il s'agit de 28 questionnaires sur l'impact sur la qualité de vie quotidienne. Il y a une moitié qui est complétée par le médecin le premier jour et puis après, il y a ces 2 pages qui sont complétées par tous les patients sur chaque visite et puis tous les 3 à 6 mois après, ils le reçoivent dans un format en papier ou en numérique. Et ça peut être discuté avec le patient tout de suite après qu'ils l'ont complété. Alors, comment l'évaluer? Il y a 4 différentes réponses avec un score de 0 à 3. Il y a une partie avec un score de 3 à 0 par rapport à l'impact. C'est assez facile à évaluer. Je voudrais vous montrer comment ça se fait de manière qualitative. Un mâle, 59 ans, thyroïdectomie sous-totale.
en 2003 et peau chirurgique pour l'hypoparathyroïdie. Pas de CT de phare ou des calculs. Il fait son suivi avec ultrason, échographie des reins. Et ici, et les autres diagnostics sont listés. Ici, dans le questionnaire, il a mis des croix sur les premières deux lignes. L'impact sur les deux dernières lignes, ce sont ces médicaments-là, calcitriol, pas à une dose élevée, vitamine D, calcium et puis d'autres médicaments. Et il a juste ici, il a deux croix dans cette zone que vous voyez. Alors ici, vous voyez un autre patient femelle, 59 ans, thyroïdectomie pour goiter, sur la frontière de hypoparathyroïdie, un contrôle annuel. Elle prend seulement du décrysol du calcium, mais elle est toujours sur la frontière. Et elle croise les premières deux rangs. Alors, elle a HP 1, 2, 2. On a une femelle, 70 ans, thyroïdectomie due au carcinome papillaire, thérapie radio, peau chirurgique hypoparathyroïdie. Elle a de l'hypertension, hypercholestérémie. Elle prend des médicaments, dont des médicaments qu'elle ne tolère pas. Alors ici, en 2016, elle avait fibromyalgie. Et vous voyez, elle a des croix un peu partout. Elle est HP 1 à 4. Elle a reçu un traitement correctif. Elle a reçu HPQ 28 à 3 et s'est même améliorée à HP question 1 et 2. Et c'est ici ce qu'elle a noté. Merci à tous qui m'ont aidé. Je me sens mieux. Par conséquent, si au niveau des traitements ici, nous pouvons agir, eh bien, nous voyons en effet que cela peut améliorer la qualité de vie dans son ensemble. Parfois, les patients, finalement, ont ce ressentiment de ne pas être assez soutenus ou accompagnés. Et de même, il s'agit de ces éléments qui sont absolument importants. Donc, pour conclure, il faut savoir que l'hypo-PT ici, donc l'hypopara, est une maladie qui est très souvent associée à la réduction de la qualité de vie comparée ici à la population de référence. Donc, mesurer cette qualité de vie est essentiel et est recommandé. Il y a des questionnaires spécifiques qui existent et qui sont donc plusieurs. Je vous ai ici illustrés et de même, ceci peut aussi être analysé dans le cadre d'une analyse qualitative. Et je vous remercie de votre attention. Et je répondrai à vos questions avec plaisir. Je vous remercie. Merci Heidi pour cette présentation qui est très importante. Alors, c'est important, bien évidemment. Alors, je pense qu'une des premières questions ici qui remonte, regardez donc dans les questions. Donc, quelles sont les options de traitement disponibles pour l'hypoparac ici qui ne peuvent pas donc tolérer certains traitements? Alternative option than vitamin D, active vitamin D. Would you like to comment on this?
In some countries in Europe or in some countries, hormone treatment is available, but not in all the countries. So there are several different also active vitamin D treatments. Les traitements, c'est vrai que c'est toujours une vraie question. Donc, par exemple, au minimum, il faut ici, bien évidemment, changer de traitement si ça ne va pas. Il y a plusieurs traitements qui sont disponibles. Alors, certains patients ici ont des possibilités. Alors, ça dépend de ce qui est aussi disponible. Alors, notamment, dans certains pays, il y a aussi, par exemple, des traitements qui ne sont pas toujours tous disponibles. Ça dépend bien évidemment des pays. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir aussi des traitements et d'autres possibilités. Je sais que cela peut être utilisé dans certains pays, nos traitements, par rapport à des traitements de substitution hormonaux. Merci. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus tout à l'heure, d'ailleurs, par rapport aux recommandations en matière de traitement. Alors, une autre question de Stella. Alors, je vois une autre question. Alors, est-ce que vous avez ici des patients qui souffrent d'hypopara après chirurgie? Est-ce que cela diffère? Alors, nous savons que ceux qui souffrent ici de pathologies génétiques, alors notamment, eh bien, nous savons bien évidemment que dans ce cas de figure, et puis aussi tous nos patients, eh bien, c'était essentiel de pouvoir donc mettre cela en place. Je vois une autre question concernant l'utilisation des diurétiques pour éviter la néphrolithiase. Alors, en effet, si vous avez des risques ici de calculs rénaux, en effet, c'est vrai, je pense que c'est important, bien sûr. Et donc, si vous l'utilisez, donc en effet, si vous avez le citrate est faible, ça devient ici un facteur de risque pour ces calculs rénaux. Par conséquent, il faut aussi regarder l'excrétion de sodium. Et je pense que la meilleure option, c'est de l'utiliser qu'avec certaines restrictions de sodium. Donc, en fait, c'est vraiment une combinaison qui peut vraiment marcher pour éviter l'hypercalcémie. Alors, par contre, si c'est vraiment les calculs rénaux, alors il y a eu une publication assez récente sur la question ici, mais en général, ça fonctionne. Merci Heidi. Dernière question. Alors, je vois une question de Delphine. Le HPQ28 est disponible en France. L'utilise-t-on partout en Europe? À l'heure actuelle, c'est disponible en danois, en français, et je sais qu'en France, c'est aussi donc disponible. Je sais que c'est le fait en Danemark, c'est sûr. Je sais que, il me semble qu'en Turquie, en République tchèque, et je crois que c'est en cours en Suède. Et si cela vous intéresse, si vous voulez l'utiliser, contactez-nous pour que l'on puisse le traduire et le valider aussi. Parce que c'est important de le valider dans vos langues respectives. Et donc, ce serait tout à fait une possibilité. Évidemment, c'est disponible en anglais. Excusez-moi, je ne l'ai pas. Bravo. Ça a été ici beaucoup de questions, Heidi. Merci beaucoup. Alors, nous avons un petit peu de retard, mais je suis italien, donc c'est normal. C'est comme ça, pas de surprise.
Mais je voudrais ici passer la parole à Alberto pour clore cette première session. Merci, Andrea. Alors, ici, je vois beaucoup de questions qui ont été très intéressantes. Et de toute façon, n'oubliez pas, à la fin de la journée, nous aurons aussi d'autres possibilités de poser des questions. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Alors, notre troisième intervenant, c'est Nathalie. Nathalie Ezigosé, qui a créé l'association de patients d'Hippopara. Lorsqu'elle a vu le manque d'informations disponibles, présidente et coprésidente, et depuis, elle est présidente honoraire. Elle considère que c'est souvent une pathologie qui est mal comprise et sous-estimée, souvent juste perçue ici comme un mauvais fonctionnement de certains organes. L'impact ici crée de très nombreuses difficultés pour ceux qui sont impactés. Et aujourd'hui, eh bien, elle va partager son parcours d'Hippopara afin de pouvoir sensibiliser sur cette pathologie. Le parcours patient est absolument important et doit être justement utilisé pour détecter les besoins qui ne sont pas encore complets, personnaliser cela et proposer des outils pour ajuster les pratiques actuelles. Nathalie, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que l'Hippopara ici est différente pour chacun d'entre nous. Il s'agit juste de mon histoire, de mon témoignage. Cet Hippopara qui a un poste chirurgical. Et je voudrais ici aider ceux qui ne souffrent pas d'Hippopara, à quel point nous sommes, nous, impactés. Et pour ceux qui sont atteints de Hippopara, j'espère que cela peut vous rassurer. Vous n'êtes pas seul. Et c'est une pathologie qui a un impact sur notre corps, notre esprit, notre famille, nos amis et notre travail. Et lorsque j'ai toujours beaucoup voyagé jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai étudié l'informatique et j'ai travaillé pour un grand cabinet d'informatique. Et j'ai 2 enfants. Et je suis mariée. Nous étions une famille extrêmement active, beaucoup de sport. Et ici, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé les voyages. Cela est important dans ma vie et ça m'a fait comprendre pourquoi est-ce que nous sommes tous différents et pourquoi finalement, eh bien, nous comprenons aussi les choses parfois différemment. Et l'hypopara, eh bien, sont souvent mal compris parce que ce n'est pas assez visible. Et donc, par conséquent, notre parcours est plus difficile que pour d'autres pathologies, je pense. Le jour de ma chirurgie, 2008, c'est le jour où vraiment tout a changé, pour toujours. J'ai eu une chirurgie du cancer de la thyroïde et on m'a parlé des risques pour les cordes vocales, des risques d'anesthésie, mais rien s'agissant ici de l'hypopara. On m'a aussi dit de prendre des comprimés de calcium pendant 1 mois et puis c'est tout. Après la chirurgie, eh bien, j'avais ici quelques picotements au bout des doigts, mais ici, après quelques semaines, malgré la vitamine D et le calcium, j'avais ces picotements sur l'ensemble du corps. Et ensuite, j'ai eu une crise de tétanie. J'ai cru que j'allais mourir. J'avais mal au cœur. Tout ce que j'ai pu faire ici, c'est justement d'appuyer sur le bouton d'urgence. Et je suis restée 4 semaines de plus à l'hôpital avec ici du calcium en intraveineuse.
Eh bien, moi, je n'y connaissais rien, évidemment, à l'époque. Eh bien, ici, les professionnels de santé ont fait des recherches sur la maladie de Celiac ou de Crohn. Et moi, entre-temps, j'étais absolument épuisée, anxieuse, déprimée. J'ai mes cheveux, et je perdais mes cheveux et je perdais beaucoup de poids. Après 4 semaines, lorsque ici, le traitement, ici, m'ont permis d'avoir un niveau de calcium faible, et bien voilà, je voulais rentrer à la maison. Tout à fait honnêtement, ma vie est devenue un chaos total. J'étais extrêmement anxieuse. C'était un peu finalement que les montagnes russes, au niveau mental et physique. Je n'avais plus d'énergie. Faire du sport, cuisiner, s'occuper des enfants, tout était pratiquement impossible. J'étais trop fatiguée, je ne pouvais plus aller voir des amis, alors j'ai essayé d'ignorer ces symptômes, mais à chaque fois, ici, cela a entraîné énormément de difficultés, comme l'anxiété, la dépression, la tétanie. On parle des 2 piliers dans la vie. Eh bien, moi, le premier pilier, la santé, avait disparu. Le deuxième pilier, la famille, les aspects sociaux, avaient disparu. 9 mois après la chirurgie, mon mari a demandé le divorce. Il était fatigué et il avait besoin de se reposer. Et puis surtout, eh bien, il ne pouvait plus me supporter, moi non plus d'ailleurs, je ne pouvais plus me supporter. Et c'est vrai que ici, je travaillais par le passé, j'étais très active, et maintenant, évidemment, j'étais une personne tout à fait différente. En fait, je n'arrivais plus à vivre une vie normale. Je ne me reconnaissais plus. Eh bien, ici, j'étais trop fatiguée. Et mes enfants, eh bien, pour moi, étaient absolument importants, vitaux. Eh bien, ici, c'était très difficile. J'ai essayé de revenir au travail à temps plein, mais j'étais toujours malade. Je n'arrivais plus ici à travailler. Et ici, j'ai demandé à faire du télétravail sans déplacement professionnel, mais même comme ça, je n'y arrivais pas. J'avais donc peur parce que je ne savais pas financièrement comment j'allais m'en sortir. J'étais beaucoup trop fatiguée, trop malade pour trouver un nouvel emploi. Et enfin, on m'a ici, eh bien justement, j'ai eu ici, ma vie avait donc complètement disparu. Et vraiment, lorsque je vois mes enfants, eh bien, ça a été très difficile. Comment expliquer ça à vos enfants, à vos proches, tout ce que j'avais construit, finalement, mes rêves avaient disparu. Et donc, en fait, je n'arrivais plus le courage de m'en sortir. Et d'ailleurs, je me suis vraiment posé des questions. Je ne savais pas si j'avais envie de continuer, même à vivre cette vie. Plusieurs années plus tard, eh bien, enfin, la roue a tourné. J'ai réalisé ici qu'il fallait que j'apprenne quelque chose de tout ce qui s'était passé, de cette expérience. La vie est une série de leçons et d'opportunités qui nous poussent, qui nous remettent en question, qui nous changent pour que l'on devienne de meilleures personnes et plutôt d'élargir nos perspectives. Ma vie, comme patiente d'hypopara, évidemment, est ici résumée à gérer l'hypopara, calculer les activités. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour sortir aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir avoir une conversation avec une amie?
Est-ce que je peux rentrer dans une boutique? Est-ce que je peux aller faire les courses? Également, on fait un suivi du calcium. On fait attention également à nos consommations. Et depuis mon diagnostic, eh bien, ici, j'ai toujours justement ces symptômes, la fatigue, lorsque même lever le bras est épuisant. Et puis, les problèmes de mémoire. Et à cause de l'hypopareil, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire. Et la différence pour moi aujourd'hui, c'est que je l'ai accepté et que nos luttes au quotidien, eh bien, je les perçois telles qu'elles sont finalement. Et la plupart du temps, je choisis de me concentrer sur les aspects positifs. Bien sûr, nous avons une pathologie qui est rare. Et très souvent, eh bien, même les médecins ne comprennent pas. Ils n'en ont jamais entendu parler. Vous êtes juste déprimé. Ici, c'est pas grave, l'anxiété, vous êtes juste en train de vieillir, c'est tout, c'est l'âge, c'est dans votre tête. Vous devez voir un psychiatre. En fait, finalement, personne ne vous comprend et vous vous sentez ici un peu abandonné parce qu'il y a ce manque, justement, d'informations. C'est pour cela qu'en 2015, j'ai bien créé cette association de patients d'hypopareil gérée par des bénévoles à l'heure actuelle qui sont fantastiques. Et mon message est le suivant. À tous les pays qui n'ont pas d'association, regroupez-vous, créez votre association de patients, parce que vraiment, ça fait toute la différence pour l'ensemble des patients et pour les professionnels de santé qui sont impliqués dans la recherche. Parce que je pense que nous faisons la différence. Et ici, j'espère qu'en partageant eh bien, ce témoignage avec vous, que j'ai pu vous aider dans le cadre de votre perspective et pour les patients atteints d'hypopara. Si vous vous sentez bloqué au jour d'aujourd'hui, sans avoir la force d'en sortir, comme moi aussi, eh bien, j'espère ici que mon témoignage vous a aidé pour vous en sortir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce témoignage et pour avoir partagé ce parcours patient. Donc, après ces 3 présentations qui est excellentes, évidemment, qui nous ont présenté 3 perspectives différentes, nous sommes à l'heure. Et je vous propose peut-être ici, peut-être de répondre aux toutes dernières questions, si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, allons-y. Alors, je vois ici une question pour vous, Nathalie. Vous avez parlé de l'impact de cette maladie sur la qualité de vie. Et par rapport à ces 3 piliers que vous avez décrits, est-ce que vous pensez que ces piliers sont un bon outil pour évaluer ici l'impact sur la qualité de vie? Alors, je sais qu'il y a déjà des questionnaires qui ont été ici prévus et qui ont été présentés. Alors, je pense que Heide peut répondre. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas les questionnaires. Alors, par rapport au questionnaire, c'est Heide, je pense qu'elle peut peut-être répondre. Ici, par rapport... Je pense que le questionnaire est peut-être moins quand même sur la famille. Mais juste avant de passer la parole à Heide, moi, je suis très impressionnée par votre perspective.
Que pensez-vous de ces 3 piliers? Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques de ces piliers qui pourraient être intégrés dans ces questionnaires pour pouvoir ici améliorer ces questionnaires? Tout d'abord, je voudrais remercier Nathalie d'avoir partagé son expérience et ce parcours patient. Et vous savez, les questionnaires, soyons très clairs, ne peuvent pas refléter tous ces domaines différents. Je pense que les questionnaires ont été développés afin de pouvoir détecter ces questions pour pouvoir réellement apporter des réponses. Il y a des questionnaires qui sont différents, ils sont au nombre de 3 à l'heure actuelle, qui couvrent des aspects différents. Et l'objectif ici est de pouvoir appréhender ici une partie de la situation. Et vous savez, vous ne verrez pas nécessairement tous les effets, mais vous pourrez voir comment est-ce que cela peut avoir un impact. Et le travail, c'est aussi important, c'est vrai. Le travail fait partie de la vie, tout comme la vie sociale. Donc finalement, pour répondre, on ne peut pas refléter tous ces aspects dans les questionnaires, mais il y a peut-être d'autres questionnaires qui pourraient être améliorés. Mais en tout cas, moi, je pense que les 3 questionnaires, en tout cas, reflètent certains de ces aspects, certains de ces piliers. Oui. Oui, je pense que ces questionnaires sont disponibles pour évaluer la qualité de vie des patients et je pense qu'ils sont importants, en effet. Et ici, c'est parfois difficile de comprendre ce que traversent ces patients. Donc, partager ces histoires, c'est essentiel. Et l'impact peut être différent pour toutes les familles. Socialement, c'est difficile, mais l'impact réellement, l'impact de la maladie peut être différent d'une personne à l'autre. Le travail est très souvent impacté. Si vous continuez à travailler, eh bien, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quelque chose de très important et qui peut avoir ici, mais c'est vrai que à nouveau, eh bien, le travail est très souvent impacté. Bien sûr, vous avez parlé aussi du sport, mais ça, c'est vrai. Donc, lorsqu'on pose la question sur à quel point est-ce que vous êtes impacté par la maladie au quotidien, eh bien, vous l'avez très bien illustré, en tout cas, dans votre présentation. Et je pense que ce serait important si les chirurgiens pouvaient vous entendre réaliser cela. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, nous allons ici devoir justement passer à la pause. Donc, nous répondrons à toutes les autres questions ici à la fin de la journée ou alors par écrit, s'il vous plaît. Et je vous propose de prendre une petite pause et nous revenons dans une dizaine de minutes. Donc, à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, mais prenons ces 10 minutes de pause avant la session suivante. Je voudrais donc à nouveau remercier Alberto. Merci Alberto d'avoir commodéré cette session avec moi. Et merci à nouveau Nathalie d'avoir clos cette première session avec ce témoignage très touchant. Je suis sûre que de nombreux patients se reconnaîtront dans ce témoignage. Et cela nous encourage, bien évidemment, j'espère, à agir, à réfléchir, bien sûr, mais à agir, donc. La réflexion, c'est bien, mais l'action, c'est essentiel. Donc, nous sommes ici ensemble pour pouvoir agir avec les professionnels de santé, avec les patients. Les associations de patients sont essentielles, comme l'a dit également Nathalie. Sur ce,
Merci beaucoup, merci à tous. Et la session suivante, donc, reprendra dans une dizaine de minutes. Merci, merci beaucoup.